Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Avant qu'on se penche sur Brigandine V2, on va aller regarder un peu le PDF. Sachez que j'aimerais bien refaire des petites vidéos à l'ancienne, en quelque sorte, où j'essaie de répondre à des questions, etc. Donc il n'y a pas de thème, tout ça. Mon idée, c'est de faire des vidéos où, en gros, on répond à des questions posées dans les commentaires. C'est le mieux pour aider la chaîne à gagner en visibilité. Ou sur Discord, si vous n'avez pas encore rejoint le Discord, vous pouvez venir poser vos questions sur Discord. Vous posez vos questions. Et ensuite, je pense que je vais enregistrer des petits podcasts avec des gens où on essaie de répondre aux questions. Et on en discute et on donne nos opinions, etc. Sur la question, nos manières de répondre. Et je pense que j'essaierai de varier un petit peu les intervenants. Donc c'est un nouveau type de vidéo que j'essaie de faire. Donc si vous avez des questions pour vos parties de jeu de rôle, que vous soyez débutant ou non, que vous voulez juste un avis en fait, genre, n'hésitez pas. Il n'y a pas de garantie qu'on répondra à la question. Il n'y a pas de garantie qu'on aura la bonne réponse qu'il vous faut, parce moi je connais pas tous les jeux de rôle qui existent, etc., etc. Bref, posez vos questions, et peut-être que ça fera l'objet de vidéo. Maintenant, je vais vous parler de Brigandine. Donc Brigandine, c'est un jeu dont j'avais déjà parlé. J'y avais joué en V1, j'avais fait une vidéo dessus. Ensuite, la V2 était sortie et j'avais reçu James Tornade sur la chaîne pour discuter de la V2. Mais la V2, j'avais pas vraiment eu l'occasion d'y jouer après lecture parce que j'étais parti sur d'autres choses. Et en ce moment, c'est c'est le jeu de rôle que je roule un petit peu justement. J'ai une petite partie de Brigandine le lundi. J'ai joué un ou deux one-shots en tant que joueur à Brigandine et là j'entre sur une campagne de Brigandine et d'ailleurs je suis très excité parce que j'aime le jeu. Et puis il y a quelque chose d'un peu différent, je trouve, quand on est joueur à s'inscrire à une campagne de jeu de rôle en connaissant vraiment le jeu auquel on va jouer. Alors je dis pas que je le mettrai sur le bout des doigts, j'ai fait une dizaine de parties. Progressivement, j'ajoute des règles avancées, tout ça. Mais être complètement autonome au niveau de la compréhension des règles, c'est assez cool et j'étais très content de créer mon personnage. Mais c'est complètement hors sujet. Donc voilà, Brigandine V2, c'est un jeu qui est auto-édité par James Tornade, qu'on trouve sur Lulu en PDF, où on a un format comme ça, petit bouquin à couverture souple, ou grosse couve rigide, si jamais ça vous intéresse à l'issue de la vidéo. Et en gros, c'est un jeu qui est issu d'un auteur qui est MJ, qui est rôliste, et qui a beaucoup joué à Warhammer, et qui finalement, petit à petit, a trouvé qu'il y avait des règles Warhammer qui lui plaisaient pas, et en fait a créé entre guillemets, sa version de la fantasy un peu gothique, renaissance, gritty, jeu Warhammer-like, quoi. Et je trouve que c'est plutôt cool. Et mécaniquement, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont cool. De toute façon, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le PDF, je vais vous parler du jeu tel qu'il est, puis je vous ferai mes petits commentaires de est-ce que moi j'aime bien, est-ce que moi j'aime pas. Voilà, quoi, en fait. Les goûts, les couleurs. On est parti. C'est deux bouquins, principalement Brigandine, et je vais surtout me concentrer sur le livre 1. Pas tellement vous parler de l'univers et tout, on survolera. Le livre 1, vous pouvez jouer avec juste le livre 1. Honnêtement. La seule chose qui va peut-être vous manquer, c'est un bestiaire, en fait. Vous verrez qu'à la fin du livre 1, vous avez une petite galerie de PNJ, mais c'est tout, quoi. Alors que dans le livre 2, il y a un bestiaire. Mais avec le livre 1, vous avez toutes les règles qui sont nécessaires pour jouer concrètement. Et c'est plutôt complet. Donc, je vais vous montrer la fiche de perso vite fait. On va commencer par ça. Donc voilà une fiche de perso papier Brigandine. Donc vous voyez que c'est plutôt joli comme fiche, je trouve. Donc quand je vois une fiche comme ça, moi, ce que je me dis, c'est ok, ça a pas l'air trop chiffré. Déjà, pour moi, c'est toujours un bon signe. Donc en fait, c'est un jeu à descent où on essaye de faire le jet le plus bas possible. Comme dans plein de jeux utilisés en actual play, etc. J'ai des compétences, elles sont notées sur 100. Je jette 2 des 10, 1 pour les dizaines, 1 pour les unités. Ça me donne mon résultat et j'essaye de faire égal ou en dessous de ma compétence. Et donc, mes compétences sont notées sur 100. Vous voyez déjà qu'on a 13 compétences. Donc, on a pas mal rationalisé le nombre de compétences en fait dont on se sert le plus souvent. On a combat, connaissance, discrétion, endurance, force, habileté, mouvement, perception, sociabilité, survie, tir, volonté et magie. Donc avec ces 13 compétences, on va faire à peu près tous les jets nécessaires dans le jeu, sachant qu'on va pouvoir avoir des petites spécialités, des petits trucs qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de granularité et de différenciation entre les personnages. Par exemple, si je me bats contre quelqu'un, je dois faire un jet de combat, j'ai 35 en combat, je jette un dessin, j'essaye de faire 35 ou moins, mais je peux avoir une spécialisation genre en épée qui me donne plus 5. Donc dans ce cas-là, au lieu de considérer que j'ai 35 en combat, on va considérer que j'ai 40 en combat, et donc j'aurai 5% de chance de plus de réussir mon attaque. Donc en fait, tous les jets vont dépendre de mes compétences qui peuvent être un petit peu pondérées à la hausse par des spécialités, quoi. À côté de ça, on va avoir une barre de sang-froid, enfin une jauge de sang-froid, qui va nous permettre de relancer des jets de dés ou d'avoir des avantages à nos jets de dés ou d'annuler des désavantages à des jets de dés. Donc c'est pas tout à fait une meta currency parce que c'est pas de la chance, enfin c'est pas un truc, c'est pas des points d'héroïsme, un truc un peu impalpable. Le sang-froid, ça représente quelque chose. D'ailleurs, ça dépend de certaines de nos compétences, notre quantité de sang-froid, notre connaissance, notre volonté et notre stade de combat, je crois. C'est vraiment quelque chose en plus que notre personnage va pouvoir
dans lequel notre personnage va pouvoir puiser pour augmenter ses chances de réussite lors des moments importants, mais il peut aussi en perdre s'il il a peur, etc. Parce que c'est un monde qui peut se montrer un peu violent, un peu horrifique, un peu dur. Mais grosso modo, ça va nous aider à survivre, quoi. Ensuite, on a la vitalité qui marche un petit peu comme des points de vie. De base, quand on arrive à 0, c'est au MJ de voir avec le joueur si on est mort ou pas. Ça, je suis pas fan. Et aussi, globalement, en ce moment, un truc qui m'excite un petit peu, c'est de jouer à des jeux où il y aurait pas de points de vie. Mais bon, les points de vie, c'est une mécanique qu'on connaît bien, donc on va pas jeter la pierre aux points de vie. Voilà, c'est pas hyper original, mais c'est efficace. Voilà, ensuite, grosso modo, là, on a tout sur la fiche. Alors sur la fiche, il n'y a pas la magie. Parce qu'on peut faire de la magie. Il n'y a pas d'espace réservé aux sorts, mais éventuellement pour les mettre dans nos atouts, mais ce serait pas si pratique d'écrire les trucs de magie là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très très bonne fiche sur Roll20. Je trouve qu'elle est très 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 bien faite. Et donc ça, c'est un gros plus pour le jeu, surtout pour quelqu'un comme moi qui joue principalement à distance. Donc voilà, ici on n'est pas trop dépaysé, ça ressemble à une sorte de Warhammer avec moins de compétences, quoi. Maintenant que vous avez une petite idée, ce jeu en très vite fait, on va regarder le bouquin. Donc le bouquin, il commence par une petite carte du monde. Donc le monde qui est pas développé énormément dans le livre 1, il faut le livre 2 pour avoir un peu plus de détails, sachant que le monde, clairement, c'est un truc assez classique. C'est bien rédigé enfin, moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que c'est en surface, c'est plutôt simple, et puis il y a des bonnes idées en fait. Et c'est pas voilà, on n'essaie pas de nous surprendre par des trucs super originaux et tout que moi personnellement j'aurais préféré découvrir dans un film ou dans un roman presque. C'est très facile de se dire vas-y, j'ai envie de faire un truc qui se passe en Falcogne et d'y jouer. Mais on verra le livre 2 plus tard. Je pense surtout que en fait ce monde sert de support au scénario posé dans la gamme, sachant que moi les scénarios c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais voilà. Vous avez la petite carte du monde. Et ensuite on arrive à l'introduction. Donc Brigandine est un jeu de rôle de dark fantasy ancré dans une atmosphère chair et sang, c'est-à-dire rude, sanglante où l'on ne fait pas de cadeaux. L'action se déroule sur Talios, un vaste continent aux multiples facettes, peuplé en majorité d'humains, qui ne brillent ni par leur bonté ni par leur ouverture d'esprit. Partout on lutte pour le pouvoir et l'argent, et dans les salons feutrés de l'aristocratie se décide le sort des soldats pataugeant dans la boue des champs de bataille. Certains individus, plus malins que les autres, y voient des opportunités pour gagner leur vie autrement que par le labeur. Des spadassins orgueilleux, des roublards à la langue bien pendue, des mercemages aux dons étranges, des chasseurs venus du froid, ou même des moines défroqués. Ce sont les personnages que vont principalement interpréter les joueurs, des voyageurs, des aventuriers et des Lamalway. Donc dans les inspirations, vous voyez Warhammer 1 et 2. Et ensuite, plein de petits jeux de rôle. Et gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, bien sûr. J'ai envie de vous dire Game of Thrones, Zweihander. Le jeu, je trouve, tient bien sa promesse. Donc c'est quoi sa promesse? C'est un jeu qui a un système intuitif et facile à expliquer. Ça, c'est plutôt clair. Les personnages sont des anti-héros, pour dans les mauvais coups. C'est pas ma proposition préférée. Mais encore une fois, on se concentre pour l'instant sur ce que le jeu promet. Et je dirais que c'est plutôt vrai. Les combats sont rapides, sans impression de à toi, à moi. Je suis assez d'accord. Multitude de personnages possibles, allant du mendiant à l'aristocrate, c'est vrai. Un jeu jouable sur le long terme, c'est vrai. Une magie sans niveau, utilisant des formules magiques immersives, c'est vrai, mais on va voir que la magie, c'est pas trop à mon goût. Mais encore une fois, c'est les goûts, les couleurs. Un univers médiéval gangréné par les démons, ça, encore une fois, c'est dans le livre 2. Donc, je trouve que c'est un jeu qui tient très très bien ses promesses. On va avancer. La création de personnages. Donc, ce qu'on nous propose d'abord, c'est de créer un groupe de personnages, de partir de l'idée du groupe en premier. Donc ça, on va dire que c'est un truc qui nous aide à structurer notre préparation. Pas une mécanique à proprement parler, mais c'est toujours bienvenu puisque c'est un jeu à carrière, on y reviendra après. Donc on nous dit qu'on pourrait jouer les membres d'une même famille, une bande de voleurs, des battleurs, des amis, des apprentis sorciers, des mercenaires, un noble et ses gens, des prisonniers, des chasseurs, des survivants d'une attaque. On donne des petites idées pour mettre un petit cadre à quel genre de groupe on va jouer. Ensuite, on nous dit que le MJ, il peut orienter, guider la création de groupe. Donc ça, c'est dans l'idée, je pense, notamment de jouer des scénarios. En fait, il y a un truc, c'est que c'est un jeu, c'est une gamme qui s'accompagne de scénarios, etc. Moi, c'est vrai que comme j'aime bien jouer assez fréquemment toutes les semaines et plutôt en bac à sable, tous ces trucs-là m'intéressent moins. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, moi, joue tous les mois et des joueurs, voilà, qui viennent et qui s'attendent à ce que chaque mois ou chaque 2 mois, j'en sais rien, en une soirée, il se passe vraiment plein de trucs et que l'histoire avance beaucoup. Et bon, voilà, ce public-là de jeux de rôle qui m'intéresse, avec lequel il m'intéresse un peu moins de jouer, guider la création de personnages pour coller un scénario, pour etc., créer le cadre qui va le plus possible accélérer le schmilblick, ça peut être une idée. Donc on nous parle des relations dans le groupe, liens familial, amis de longue date, etc. Donc c'est un jeu qui donne beaucoup d'outils. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. On a des outils pour la création de perso. C'est un bon jeu pour du bac à sable parce que comme c'est intuitif, mais qu'on a
plein de sorts, tout un bestiaire dans le livre 2, qu'on a plein de carrières, on a plein de petits détails et plein de petits trucs modulaires. Je trouve que c'est très très cool parce qu'en fait, c'est facile d'improviser avec le jeu. C'est vraiment des trucs activables qu'on trouve quasiment à toutes les pages et ça, c'est assez agréable. Donc, création de personnages. Donc là, on nous définit les différentes compétences en nous disant que 35, c'est à peu près la valeur commune ordinaire. J'avance un petit peu de la méthode de création de personnages. Donc, un truc qui est cool aussi, c'est qu'on a plusieurs méthodes de création de personnages, dont une création rapide où on va juste rapidement répartir des scores, appliquer des modificateurs liés aux différentes espèces qui nous sont proposées de jouer, les différents peuples. Donc on a les humains, on a les elfes, on a les nains, on a les alphelins, donc tout ça c'est assez commun. Ensuite on a les elvins, donc c'est les demi-elfes en gros. Les udvars, c'est les demi-nains de mémoire. Les morvelins, c'est... je sais plus. J'avoue que je me sers pas trop des différents peuples dans les parties que je joue actuellement, mais on a un petit panel de demi-humains et de peuples alternatifs. Une fois que vous avez vos valeurs de compétences, vous pouvez aller transférer des points de certaines de vos compétences dans la magie, parce que la magie commence à 0, peu importe la méthode de création de personnages. Soit vous répartissez les scores, soit vous les tirez aléatoirement, etc. En gros, la magie sera à 0 et il vous faudra prendre dans vos autres compétences pour monter la magie. Donc nos personnages ne peuvent pas faire de la magie par défaut et ça va les affaiblir dans d'autres trucs s'ils décident d'utiliser la magie. Ensuite, on a des attributs secondaires qui sont calculés. Donc on a l'initiative qui n'est pas une règle obligatoire du jeu, on le verra pendant les combats, sont une des petites spécificités du jeu, enfin un de ces trucs un peu signature avec les passes d'armes. Donc l'initiative, c'est pas obligatoire. Et voilà, votre vitalité, votre sang-froid, tout ça vont être des valeurs dérivées en fait de vos autres compétences. On a des points de destin, trucs dont je suis pas ultra fan comme mécanique, je ne les utilise pas personnellement, mais et là ça dépend de votre peuple, hein, ces points de destin. Le truc c'est que ces points de destin amènent une forme d'équilibre. Par exemple, pour les humains, vous voyez, les humains, si on regarde l'humain en termes de pourcentage de compétences totales, il sera plus faible qu'un elfe. En plus, un elfe aura la nyctalopie. Et donc en fait, le fait que l'humain ait plus de points de destin qu'un autre peuple, ça fait partie de l'équilibre du jeu. Mais étant donné, encore une fois, que moi je joue principalement que des humains, je me pose pas trop cette question d'équilibrage du point de destin, tout ça. Je me sers pas des points de destin. Ensuite, on a les carrières et atouts. Donc ça, c'est un peu ce qui va nous rappeler Warhammer. En fait, au-delà de vos compétences dans lesquelles vous avez mis des points et tout, vous allez avoir une carrière, une sorte de profil de carrière dans lequel vous allez pouvoir progresser. Encore une fois, c'est une mécanique dont à laquelle je suis pas particulièrement attaché, cette histoire de carrière, mais c'est pas mal en fait pour avoir voilà des personnages qui ont des origines un petit peu plus variées. Et en fait, ça dit quelque chose de votre personnage, sa carrière passée. Moi, j'aime bien jouer des aventuriers. J'utilise ces mécaniques non pas pour jouer des professionnels chacun dans leur carrière, tout ça, mais par contre en termes de background, en quelque sorte, le fait de connaître ma carrière passée, je trouve que c'est assez intéressant. Donc en fait, je vais vous montrer les carrières. Une carrière, c'est une sorte de petit profil de progression. Donc les carrières sont triées par famille. Vous allez par exemple avoir des familles de carrières comme les agents et domestiques, les aristocrates et nobles, les artisans et commerçants, les bandits et brigands, les battleurs et saltimbanques. Donc toute une variété qui donne une profondeur à l'univers. Mine de rien, ici il y a déjà une sorte d'univers en creux en fait. C'est ça qui est assez cool avec les carrières. Et en gros, votre carrière de départ, elle va un peu déterminer l'équipement avec lequel vous démarrez et les spécialités et talents que vous allez pouvoir prendre. Ça va pas changer vos compétences de départ, ça va changer vos atouts. Donc les atouts se divisent entre spécialité et talent, sachant que les talents, c'est plus des petites capacités spéciales, on va dire des règles spéciales qui s'appliquent à votre personnage et qui l'avantagent, tandis que les spécialités, c'est des bonus dans des trucs très très spécifiques. Donc si je regarde rapidement les atouts, vous voyez par exemple, je peux avoir une spécialité en architecture, avoir plus 20 sur un jet d'architecture. Sachant que ça, c'est assez sympa, c'est sur les compétences dont en général on ne se sert pas les plus gros bonus. Et donc comme on a des gros bonus, ça peut nous amener en tant que joueur à réfléchir activement en tant que joueur plutôt que d'attendre que le MJ fasse vas-y fais un jet d'architecture, ce qui n'arrive jamais. De se dire ok, moi j'ai une spécialisation en architecture, je vais essayer de faire le plus d'actions possibles liées à l'architecture pour bénéficier de mon bonus en fait. Et je trouve que c'est assez cool parce que ça va amener potentiellement des approches très très différentes dans nos plans, etc. Et donc là, par exemple, si je prends une spécialisation architecture, j'ai plus 20 en architecture, ce qui est énorme, hein, plus 20% de chance de réussite. Tandis que si je prends une spécialisation en épée, je n'aurai que plus 5. Donc il y a une sorte il y a volontairement des spécialités qui sont moins fortes que d'autres si on pense qu'on va s'en servir beaucoup. Il y a dans une partie de jeu de rôle classique, le joueur de base, il va se servir plein de fois de son épée, donc on lui donne plus 5. Il va rarement se servir d'architecture, donc on lui donne plus 20 pour l'inciter à utiliser l'architecture. Ou au moins pour que quand, en fonction de la manière dont vous jouez, si c'est que le MJ qui demande les jets, etc., au moment où vous servez d'architecture, ça soit potentiellement marquant. Donc dans l'idée, j'aime bien. Donc ouais, à votre création, une fois que vous avez vos attributs,
peut-être mis vos points en magie, tout ça, vous choisissez une carrière et vous pouvez tirer aléatoirement dans la méthode rapide un nombre d'atouts parmi les spécialités et talents, sachant que le nombre d'atouts de départ que vous avez dépend de votre compétence de connaissance. Donc encore une fois, un truc qui incite à mettre des points là où on n'en met jamais par défaut. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite voilà, on va avoir notre équipement qui dépend de notre carrière atout. On va trouver un petit nom à notre bonhomme. Et ça c'est la création rapide. Donc la création rapide est très rapide. Vu qu'on peut tout tirer aléatoirement ou répartir, ça va relativement vite. À la limite, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est de recopier votre équipement. Et si vous faites de la magie, c'est un tout petit peu plus long. Mais en vrai, c'est rapide. Puis après, on a une création complète. Une création complète où cette fois-ci, en fait, on va tirer ou soit on va répartir un nombre de points dans nos compétences. Genre, je sais pas, on va 120 points, on va les répartir. Soit on va faire des tirages aléatoires et répartir nos tirages aléatoires dans nos différents compétences. Donc, ce qui est la méthode que je trouve la plus cool. Donc ça va être un tout petit peu plus long, sachant que on va avoir des valeurs de départ qui vont varier en fonction de notre peuple. Par exemple, l'humain il commence à 25 partout et on va répartir des points par-dessus ça. Donc en fait, je vais faire un certain nombre de GD, je vais avoir des valeurs allant entre 2 et 20 et je vais les répartir là-dedans. Donc peut-être j'ai un 13 j'ai un 13 et je décide de le mettre en connaissance et donc je vais avoir 38 en connaissance parce que je vais faire 13 plus 25. Voilà, c'est pas compliqué. Et la base n'est pas la même en fonction des peuples. Et à part ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la création rapide, si ce n'est le fait qu'on va choisir un archétype de personnalité, ce qu'on ne faisait pas dans la création rapide. Les archétypes de personnalité qui sont un truc assez cool, vers lequel on va arriver juste après. Donc voilà, on a des petites indications sur l'univers dans lequel on joue, les 13 royaumes, sachant que vraiment, je pense que le jeu peut largement se permettre d'être joué dans autre chose que ce qui est proposé par le jeu. En fait, avec les illustrations là, un peu Renaissance, en noir et blanc, tout ça, et l'univers en fond, par exemple, le genre de carrière qui sont proposés, etc. On a bien un univers qui imprègne un peu le truc. Si vous voulez jouer dans un univers pseudo-réaliste, on va dire, médiéval, vous pouvez parfaitement jouer dans autre chose que l'univers de Talios, des 13 royaumes, tout ça. Ok, donc là on a une description des origines, donc avec à chaque fois ici un peu d'informations de contexte sur l'univers. Je vous passe les détails, c'est généralement pas ce sur quoi je passe le plus de temps dans mes vidéos où on parle de jeux. Je m'intéresse plutôt aux mécaniques. Voilà, on a différents peuples avec leurs quelques petites originalités, genre par exemple les alphelins en fait, ils sont maudits et c'est pour ça qu'ils sont petits, blablabla. Un univers prêt à jouer. Archétype. Donc ça c'est très très cool. C'est, je pense, une des premières mécaniques qui font partie de mes préférés du jeu sont les archétypes animaux. Donc un peu à la manière des Fables de La Fontaine, vous allez choisir un archétype animal, genre aigle, âne, cerf, chat, coq, lapin, rat, porc. Donc par exemple, on imagine très bien qu'un aigle, c'est un symbole un peu d'ambition, de confiance en soi. Ça nous rappelle Rome, ça nous rappelle un général. Tandis qu'un âne, on se dit plutôt que c'est un mec un petit peu béné, un petit peu tranquille, un peu têtu comme un âne, etc., etc. Le chat, on sait très bien que le chat, c'est le pire animal de la Terre. Je les déteste. On a aussi la fourmi qui est plutôt laborieuse, travailleuse, tout ça. Donc ça, en choisissant un animal, je peux tout de suite caractériser très très vite mon personnage et me dire, ok, je vais jouer mon personnage comme ça. Et sur ma fiche, il y a un endroit où c'est écrit un petit peu en un seul mot, genre que je me comporte comme un chat, quoi. Après, ça veut pas dire que je peux pas mettre des petites subtilités. J'imagine qu'il y a plusieurs types de chats, même si je les déteste tous, et que pour moi, il s'agit d'une vengeance démoniaque. Certes, peut-être il y a des différences parmi les chats, mais bref, ça vous donne une indication. Ça va vous donner aussi des bonus et des malus. Donc c'est un autre moyen d'un petit peu personnaliser votre personnage. Ça va donner aussi accès à des talents différents à la création de personnages éventuellement. Je vous avoue que tout ce système de carrière, de talents, etc., ce n'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus, mais by the book, ça augmente en gros le champ des capacités spéciales parmi lesquelles vous pouvez choisir la création de personnages, de choisir tel ou tel archétype. Ça va aussi vous donner des indications pour les vices et vertus. Donc les vices et vertus qui sont encore une mécanique qui permet de personnaliser encore le personnage et de lui donner de la profondeur. Et au début, moi, j'avoue, de prime abord, j'étais pas persuadé est-ce qu'il faut les vices et vertus? Est-ce qu'il faut mécaniser ça? Et le temps passant, de plus en plus, j'apprécie avoir plus de mécanique. Donc en gros, les vices et vertus, ça sert à typer son personnage et à guider le joueur dans son interprétation. Donc on a déjà l'archétype animal qui donne une flavor globale et tout. Et les vices et vertus, c'est quelque chose qui fonctionne en miroir. Donc par exemple, avare, c'est le contraire de généreux, colérique, c'est le contraire de prudent, orgueilleux, c'est le contraire de humble. Et donc, si par exemple, je suis généreux plus 1, je vais être avare moins 1, en gros. Grosso modo. Et dans tous les cas, c'est une sorte de défaut. C'est-à-dire que si je suis généreux, il y a des chances que je sois
trop généreux, entre guillemets. Si je suis bienveillant, il y a des chances que je sois trop bienveillant. Tout comme si je suis envieux, il y a des chances que je sois trop envieux. En fait, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre parmi les vices et vertus qui fonctionnent en miroir. Donc j'aime bien, ça me rappelle un petit peu Pendragon, auquel j'ai pas joué, mais Pendragon V6 qui est sorti il y a pas longtemps en anglais, et où on a tout un système d'indication roleplay pour jouer un peu plus justement les différents traits de la chevalerie. Bah là, ça rappelle un petit peu ça, quoi. Donc il y a cette petite indication qui est sympathique, TTT. Donc quand j'ai +1, par exemple, en prudent, c'est un trait, quoi. On peut dire que je suis prudent. Quand j'ai +2, ça veut dire que je suis très bienveillant. Et ensuite, quand j'ai +3, on pourrait dire que je suis vraiment trop bienveillant. J'en deviens possessif. Donc c'est assez sympathique. J'aime bien. Ces vices et vertus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, ils vont pouvoir évoluer pendant la partie. C'est pas un truc qui est figé. Et grosso modo, ça va être, en jouant ces vices et vertus, en fait, je vais pouvoir récupérer des points de sang-froid. Donc j'ai une incitation mécanique à les jouer. Il s'agit plus juste de dire, venez, on fait du théâtre. Et c'était ça au début. Moi, je me disais, pourquoi faire une mécanique comme ça, incitative? Genre, j'ai l'impression que juste, on peut roleplay naturellement. Mais en fait, j'avoue que, à force d'être joueur là, en ce moment, je suis plus joueur. Je me rends bien compte que faire du théâtre, entre guillemets, ça m'intéresse pas trop, et j'aime bien qu'en fait les mécaniques et les choses s'imbriquent, et ça rend le fait de jouer ces vices et vertus, etc., moins artificiel. C'est-à-dire que si je jouais un personnage possessif en boucle, en mode je fais des scènes pour rappeler que je suis possessif, pour montrer que mon personnage est possessif, etc., bon, ça peut avoir un côté un peu rigolo, je sais pas comment dire, ou un peu un côté oh là là, il interprète bien son personnage. Mais en gros, au bout d'un moment, ça peut aussi être tout simplement lourd. Tandis que là, en fait, j'ai une bonne raison de le faire, en fait, pour la partie. Donc je me dis, je vais le faire, mais c'est parce que j'y gagne quelque chose. Et j'ai le sentiment que ça m'aide, entre guillemets, à mieux doser le fait de jouer ces trucs-là. Plutôt que de me dire, ok, ma consigne de roleplay, c'est d'être envieux. Au bout d'un moment, ça devient un gimmick. Tandis que là, je trouve que c'est pas mal que c'est un impact mécanique, tout compte fait. Donc, si je crée un peu des emmerdes avec mes vices et vertus et tout, je vais regagner des points de sang-froid plus vite, sachant que c'est un jeu où nos points de vie, nos points de sang-froid, nos ressources remontent assez lentement. Donc, c'est pas mal. Je vous propose aussi d'avoir un avantage dans certains trucs, par exemple, si on s'en sert. C'est-à-dire que si j'essaye de convaincre quelqu'un, voilà, on va voir ici un exemple. Par exemple, un personnage avare +1 pour obtenir un avantage sur un test de négociation, car il insistera bien plus qu'un autre pour obtenir un prix bas. Un personnage clément +2 pourra gagner 2 avantages sur un test de sociabilité car sa bonne réputation l'aura précédé, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant et ça marche aussi pareil en désavantage. Donc je trouve ça plutôt cool. Je vous passe des tout petits détails, genre là, on parle de magie des péchés. Il y a plein de petits détails que je vais passer. Mon objectif, c'est pas de couvrir le moindre truc dans cette vidéo, c'est plutôt de faire une overview et peut-être qu'on reparlera de Brigandine, je ne sais pas. Mais il y a, comme je vous disais, c'est une boîte à outils et il y a plein de petites règles optionnelles plutôt sympathiques à divers endroits. Donc on arrive aux carrières, dont je vous avais déjà parlé. Donc il y a une centaine de carrières différentes. Et donc grosso modo, passer la création de personnage, une carrière, c'est surtout un profil de progression. Et ça, j'avoue, je suis pas fan du tout. Donc moi, je joue pas du tout avec ça. Ça va nous donner nos vêtements, tout ça, donc ça nous explique. Comme ça paraît bête, mais en fait, ces trucs-là, ça répond vraiment à des questions sur l'univers, donc c'est plutôt pas mal. Je passe vite, mais en vrai, c'est pas parce que c'est inutile. C'est plutôt sympathique. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un en fait qui a jamais joué à un jeu comme ça. Et donc qui sait pas trop comment pourrait être habillé un mec de cette époque qui a telle carrière, je sais pas quoi. On a des indications un peu pour tout. Donc on a une sorte de truc, je vais pas dire en profondeur sur la Renaissance, mais on a plein d'inspirations, etc. Donc c'est très très cool. Mais j'avance. Donc ouais, comme je le disais, ça c'est un truc dont je suis pas fan. Les carrières, c'est un profil de progression. Donc ça c'est un héritage de Warhammer. Passer la création de personnage, je vais gagner de l'XP, je vais pouvoir progresser. Donc je vais pouvoir acheter des spécialités, des nouveaux talents. Et puis, je vais pouvoir augmenter tout simplement mes compétences de base. Donc, par exemple, le combat, les connaissances et tout ça. Et en fait, grosso modo, on vérifiera après en allant plus loin, mais augmenter un truc qui est dans mon profil, ça va me coûter 100 d'XP. Par exemple, je vais augmenter ma discrétion de 5%. En fait, on monte 5% par 5% ses compétences. Eh bien, comme je suis coché, je peux augmenter une fois de 5% ma discrétion pour 100 XP. Mais une fois que je l'ai fait, je pourrais plus faire progresser ma discrétion pas cher, en fait. Ça va devenir plus cher parce que mon profil ne me permettait d'augmenter la discrétion à un taux intéressant une seule fois. En fait, moi, ce que j'aime pas trop là-dedans, dans le genre de truc un peu bac à sable, le genre même de fiction que j'essaie de faire, un peu à la The Witcher, etc., qui sont légèrement quand même plus sword and sorcery que ce que propose Brigandine. Encore une fois, Brigandine, c'est plutôt gritty. Et moi, je le joue légèrement différemment. Dans les trucs que je joue, finalement, cocher, c'est plutôt un truc du passé, quoi.
Et j'ai l'impression que passer d'une carrière à l'autre, etc., ça ne correspond pas nécessairement beaucoup à ce qu'on raconte. Mais on peut vraiment s'en passer parce que j'avance. Je vais vous expliquer pourquoi on peut s'en passer. J'en profite juste pour vous montrer que un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit pré-tiré à chaque famille de carrières. Donc les carrières, à chaque fois, c'est genre aristocrate, noble et seigneur. Et là, paf, j'ai 8 carrières d'aristocrate, noble et seigneur, un pré-tiré aristocrate, noble et seigneur. Ensuite, les artisans, commerçants et manœuvriers, j'ai 8 carrières, etc., etc. Ce qui me plaît pas trop, c'est que c'est la carrière qui détermine la progression. Donc on a d'autres moyens de gagner de l'XP que je trouve plus intéressant de base, en fait. Tout simplement dans le jeu, enfin de faire progresser le personnage, c'est l'entraînement. Je trouve que l'entraînement, c'est beaucoup plus stylé. Mais voilà, en fait, les carrières nous permettent de payer moins cher notre progression. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve ça plus stylé l'entraînement et le fait de se dire, en gros, est-ce que c'est crédible que j'ai progressé dans ça ou dans ça en fonction des actions que j'ai faites. Si on fait une ellipse, une sorte de downtime, genre je dis ouais, je m'entraîne à l'épée, tout ça. Ok, bah je vais pouvoir dépenser mon XP pour m'améliorer à l'épée. Je trouve ça, je trouve ça un petit peu mieux. Ici, on a un exemple, par exemple. Si j'achetais une spécialité de carrière qui fait partie de ma carrière de cocher, ça me coûterait 100 d'XP, alors que si je prends une spécialité hors carrière, ça me coûterait 150 XP. Et on peut dépenser de l'XP pour changer de carrière, je crois. Voilà, changer de carrière coûte 100 XP. Et en fait, je me dis, dans le genre de truc que j'essaie de faire, si au début de la partie, je suis bûcheron, je sais pas ce qui va se passer, en fait, c'est un bac à sable. Bon, bah, je reste à couper du bois pendant 150 ans. Ok. Je m'améliore dans peut-être mes trucs de bûcheron, je dis n'importe quoi. Mais en fait, si, par exemple, je décide de partir en pèlerinage, j'imagine que je vais faire des trucs assez différents de ce qu'aurait fait un bûcheron, et ça a moins de sens en fait pour moi que ma carrière passée pèse autant sur les compétences que je vais développer. J'aurais presque préféré entre guillemets que la carrière ait plus d'impact à la création de personnages sur mes compétences, mais qu'ensuite elle ait moins d'importance dans la progression. Mais voilà, c'était mon avis. En tout cas, au-delà de ça, je trouve que les carrières c'est très très bien parce que en fait, entre guillemets, vous avez une sorte de table aléatoire. Vous voyez, quand je jouais à Shadow Dark, il y avait une table aléatoire de background. Là, vous avez un peu la même, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez déterminer votre carrière aléatoirement, tirer, je suis forestier et paysan, bam. Je vais regarder dans les forestiers et paysans. Et au lieu d'écrire, je suis paysan, je vais me dire, ok, est-ce que je suis bûcheron, batelier? Et en fait, ça me donne des idées. Je suis déjà en train d'imaginer mon personnage, de me projeter dans son passé, de voir qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il sait pas faire. Ça augmente la verisimilitude, en fait, de mon personnage. Ma capacité à m'identifier à lui, de savoir ce que c'était sa carrière. Donc ça, je trouve que pour ça, c'est très très bien. Et en plus, même pour créer des PNJ, imaginer qui il pourrait y avoir dans une ville, etc. En fait, vous avez du contexte dans la règle, quoi. C'est pas genre des énormes blocs de description sur la vie au Moyen-Âge qui prennent 30 pages. Pour garder les carrières pendant la création de personnages, quand vous créez vos PNJ, vous dites attends, il y a quoi? Un avocat, ok. Bah, j'ai un petit truc sur c'est quoi un avocat, une petite punchline d'avocat, quel genre de compétences il va avoir développé, l'équipement qu'il pourrait avoir. Même pour le MJ, je trouve que c'est intéressant, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a les atouts, donc les spécialités, on en a déjà parlé. Et ensuite, vous voyez, il y a des talents. Donc les talents, c'est des trucs un petit peu plus des sortes d'activables de règles spéciales, genre coup acrobatique. Vous savez tirer profit de votre agilité en combat. Une fois par scène, vous pouvez ajouter votre modificateur de mouvement à vos dégâts de mêlée. Calme. Votre force mentale est digne des plus grands. Votre sang-froid augmente de 2 points. Je sais pas moi, distraction. Un bruit, une insulte ou une moquerie sont souvent utiles pour gêner un ennemi. Une fois par scène, vous donnez à une cible un désavantage pour ce tour sur une compétence au choix. Donc voilà, je trouve que c'est des trucs plutôt cool, qui ajoutent une petite saveur, un petit truc. C'est des petits atouts qui peuvent faire la différence dans certaines situations. Genre c'est toujours cool quand, voilà par exemple dans une partie que j'ai jouée, il y a un joueur... il voulait se faire passer pour un inquisiteur en parlant à travers une porte. Bon, malheureusement, il est mort juste après, mais au lieu de faire un énième jet de sociabilité, il a pu éviter ce jet en disant je vais utiliser mensonge éhonté. Voilà, c'est celui-là. Mensonge éhonté. Le mensonge est chez vous une seconde nature. Une fois par jour, vous pouvez faire croire à un mensonge crédible à un PNJ pendant modificateur de sociabilité minute, ou bonus de sociabilité minute, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. Après ce délai, il aura droit à un test de connaissance pour le mettre en doute et éventuellement vouloir se venger. Donc voilà, c'est des trucs plutôt qui viennent ajouter un petit peu de saveur ou qui peuvent changer légèrement votre gameplay, etc., etc. Ensuite, on a les motivations. Donc vous voyez, niveau création de personnage, on a plein d'outils. Sachant que, en vrai, là, comme ça, on dirait qu'il y a 1 milliard de trucs. Moi, je crée maintenant des personnages assez vite. Que la magie, où ça augmente un petit peu la durée. Je trouve que c'est très très rapide de créer des personnages sur Brigandine. Donc ça, c'est aussi un bon point pour le jeu. Et pour autant, je trouve que les personnages sont assez détaillés. Parce que rien qu'en choisissant l'archétype et la carrière, j'ai l'impression d'avoir un personnage un peu unique, quoi. Et bref, revenons-en à nos motivations. Donc ça, c'est des appels à l'aventure. Donc ça, c'est cool aussi pour ce petit côté proactif
que j'essaye de renforcer encore et toujours dans mes parties de jeux de rôle, sans utiliser la fameuse narration partagée, qui pour moi change un peu la nature du jeu carrément. J'essaye de pousser les joueurs à choisir leurs objectifs et tout, et les motivations, c'est un truc inclus dans le jeu qui peut aider à ça. Donc c'est pas des objectifs ultra précis, mais on a quand même des idées assez précises quand même. Par exemple, rejet. Vous avez été rejeté par votre communauté. Avez-vous commis une faute ou un crime? Le bannissement étant une peine courante. Ou bien n'avez-vous jamais été accepté en raison d'une particularité physique, magique ou d'un comportement mal considéré, orientation sexuelle par exemple. Donc vous voyez, rien qu'en disant que mon personnage il est rejeté, je peux me dire que un de ses objectifs, c'est de trouver une communauté qui l'accepte. Que un de ses objectifs, c'est de racheter une faute qu'il a commise. Un de ses objectifs, c'est de se venger de celui qui l'a fait bannir. En fait, ce sont des prompts qui génèrent des objectifs dès le début. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a une mécanique de niveau de vie qui est plutôt simple et plutôt bienvenue. En fait, je m'en suis servi étonnamment. C'est le genre de truc que d'habitude je m'en sers pas du tout. Mais pour rapidement prendre en compte le fait que, par exemple, les PJ, pendant 3 jours, ils décident de juste s'adonner à leur métier et gagner leur croûte. Par exemple, là, dans ma campagne, c'est des vauriens. Et donc ils disent on essaie d'arnaquer des gens, de faire des petites charlataneries. Bon bah bam, on peut jeter les dés, voir combien ils ont gagné ces 3 derniers jours, voir s'il y a eu des problèmes, tout ça. Et donc ça donne un salaire hebdomadaire et surtout, une mécanique que je trouve très très cool pour le coup, c'est que ça détermine à quelle vitesse je regagne des points de vie et du sang-froid. Et donc, il y a une incitation par la mécanique. Si on n'ignore pas cette mécanique, si on se dit pas juste « Oh non, on peut juste le faire au roleplay », il y a une incitation à essayer d'améliorer son niveau de vie, en fait, tout simplement, pour se soigner plus vite et récupérer plus vite des malheurs qui nous arrivent. Et puis, ce que ça sous-tend aussi, c'est que on ne regagne pas tous nos points de vie quand on dort. Donc ça, je dirais que c'est un bon point pour le jeu par rapport à mes goûts en ce moment, les genres de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Même s'il y a des points de vie et que je trouve que des fois c'est un petit peu, ouais, ça raconte pas toujours grand chose en fait les points de vie. Ça raconte pas toujours grand chose et du coup on doit rajouter nous-mêmes la petite surcouche, etc. Alors que des fois je me dis si je jette les dés, que je sais que j'ai été touché dans la jambe et tout. Vous voyez en ce moment mes goûts, hein. Ça n'a plus rien à voir. On est dans une nouvelle phase. Je suis en mode il n'y a pas de localisation de dégâts, par exemple, c'est un des trucs qu'il y avait dans Warhammer et que là, il n'y a plus. Pour certains, c'est une perte, pour certains, en fait, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais, même s'il y a juste une abstraction qu'on appelle les points de vie, on récupère très lentement ces points de vie. Ça ne nous amène pas du tout à jouer le même genre d'histoire. En fait, on n'est pas là, on peut pas enchaîner les combats. Donc, chaque combat est très impactant. Et comme, on regagne pas très vite des points de vie, aller chez le médecin, claquer de l'argent chez le médecin, prendre du temps pour récupérer et donc avoir en fait des sortes de raisons qui vont nous amener par exemple je sais pas moi, jouer des scènes du quotidien parce qu'on doit récupérer nos points de vie, tout ça en fait ça, le jeu va l'encourager en fait sans le dire en fait, sans dire jouer des scènes de feu de camp, jouer des machins, faites ceci, faites cela. Non, en fait, c'est juste que à un moment donné, je vais devoir arrêter de faire n'importe quoi pour récupérer. Soit je le balaye d'un revers de la main. Je peux aussi dire ça. Je dis une semaine passe, vous avez récupéré tous vos points de vie, qu'est-ce que vous faites? En fait, quand on dit une semaine passe, on se dit bien, il doit se passer des trucs dans le monde. Donc, ça nous encourage à jouer des trucs pendant cette semaine-là, parce que nos ennemis, peut-être, eux, nos adversaires, ont des plans qui avancent. Donc, nous, on va essayer de faire avancer nos plans autrement, peut-être en engageant des gens, peut-être en s'adonnant plutôt à la diplomatie, je n'en sais rien. Mais voilà, ce côté-là encourage un peu le truc, j'aime bien. On a fait niveau de vie, motivation et tout. Maintenant, le système de jeu. Donc, le système de jeu, on a déjà parlé, c'est du descend roll under, hein, avec difficulté variable. Donc, normalement, j'essaie de faire moins que ma compétence, en jetant un descend. Et on considère que c'est un test assez difficile. Et voilà, si c'est une tâche qu'on considère aisée, simple, etc., on peut donner un bonus à la compétence du joueur. Donc, par exemple, j'ai 35 en mouvement, j'essaie d'escalader un mur. Normalement, je dois faire 35 ou moins, mais on considère que c'est un tout petit mur. Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de jeter les dés, mais admettons, c'est un tout petit mur, mais là, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement une intensité qu'on se dit, ce petit mur, ce qui va faire la différence entre la vie et la mort de mon personnage. Donc même si c'est un tout petit mur de rien du tout, trivial à surmonter, je veux savoir si j'y arrive à ce moment-là alors que je suis épuisé. Et donc je considère que c'est trivial, donc je dois faire maintenant 75 ou moins sur mon jet de mouvement pour passer ce petit muret. On pourrait faire ça. Éventuellement. Je vais passer sur les petits conseils classiques du genre, par exemple, se demander est-ce que lancer ce jet de dés sert à quelque chose, etc. En vrai, ça dépend un peu des jeux. Ici, en l'occurrence, ce qu'on nous dit, c'est quand on pense qu'il y a un risque. Voilà, grosso modo. Si on peut pas imaginer de conséquences intéressantes, etc., ou de risques, ça sert peut-être pas à grand-chose de jeter les dés. Donc ensuite, on pondère avec des avantages, des désavantages. Donc chaque avantage, ça va nous donner un plus 10. Chaque désavantage, ça va nous donner un moins 10.
Là, on a une liste d'exemples d'avantages et désavantages. On nous dit on peut cumuler jusqu'à 3 avantages ou des avantages au maximum. Donc c'est simple. Et donc on a qu'est-ce qu'on a comme différents types de résultats. Donc on a les réussites et les échecs mineurs. Donc c'est juste le jet, on va dire, classique. J'ai fait plus que ma compétence, c'est un échec mineur, grosso modo. C'est la règle standard. J'ai fait moins que ma compétence, c'est une réussite mineure. Maintenant, il y a des exceptions. La réussite majeure. Donc la réussite majeure, c'est quand je fais 0,1 ou 0,9. Et là, ça va me donner un bénéfice spécial, genre un gain de temps, un indice supplémentaire, etc., etc. Si mes compétences sont vraiment très très basses, je ne peux plus obtenir de réussite majeure. Donc c'est quand même limité par la médiocrité de mon personnage dans une compétence donnée. La réussite critique, c'est quand je fais une réussite, donc égale ou inférieure à ma compétence, mais qu'en plus le résultat des unités de mon jet c'est un 0. Donc si je fais 10, 20, 30 pour quelqu'un qui est compétent moyen, qui a 35 dans une compétence. Donc mes chances de faire une réussite critique augmentent quand je suis plus fort dans une compétence. Et par effet miroir, mes chances de faire un échec critique diminuent quand je suis plus fort. Parce que vous l'aurez compris, les échecs majeurs, de la même manière que... C'est encore un miroir, quoi. L'échec majeur, c'est entre 91 et 99. Donc j'ai 9% de chance d'en faire un. Et l'échec critique, c'est quand je fais un échec et que la valeur des unités sur mon dessin, c'est un 0. Donc en m'améliorant, je réduis les chances de faire des échecs critiques et j'augmente les chances de faire des réussites critiques. En gros, on a 6 résultats possibles à nos jets de compétences. L'opposition. Donc ça, c'est un petit peu une des petites spécificités du jeu, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quasiment tout le temps, sauf sur des trucs assez rares, les PJ, les joueurs sont les seuls à jeter les dés. Et en fait, leurs jets de dés sont modifiés par l'adversité. Donc par exemple, si je me bats contre un gobelin qui a 35 en combat, le gobelin il va pas faire de jet pour m'attaquer et de jet pour se défendre ou je sais pas quoi. On va faire une passe d'armes. C'est un jet en opposition. Ce serait le même fonctionnement si je faisais la course avec le gobelin, ou si je faisais un bras de fer avec le gobelin, ou si j'essayais de convaincre quelqu'un dans un débat et que le gobelin c'était mon adversaire en fait dans cette épreuve d'éloquence. Je fais un jet en opposition. On va revenir sur le combat, la situation d'opposition. J'ai 35 en combat. Le gobelin il a 35 en combat lui aussi, admettons. Eh ben, regardez la valeur dérivée du gobelin, en fait. S'il a 35 en combat, moi, je vais avoir plus 15 à mon jet de combat. Donc, comme j'avais 35, j'arrive à 50. Et donc, si je fais 50 ou moins, c'est moi qui touche le gobelin. Si je fais 50 ou plus, c'est le gobelin qui me touche. C'est une passe d'armes. Donc, il y a un jet pour régler un duel, en fait. C'est pour ça que les combats sont assez fluides et qu'il n'y a pas cet effet à toi, à moi. En fait, à chaque jet de dés, la plupart du temps, c'est 2 personnages qui agissent, en fait, qui sont en train de se battre l'un contre l'autre et on voit lequel prend le dessus sur l'autre. Il y a des situations un peu particulières. Par exemple, le tir, ça fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir aussi la magie qui va fonctionner un petit peu différemment et tout. Mais grosso modo, pour tout ce qui va être les corps à corps, tout ça, ça divise par 2 presque la vitesse le déroulé d'un combat, quoi. Donc on a des règles d'action longue pour tout ce qui vont fonctionner un petit peu comme des manches, avec la revanche, la belle, tout ça. On a des règles pour la coopération avec un leader, donc des choses assez classiques qui fonctionnent, quoi. Ça marche. Ici, on a nos dangers, donc le feu, la noyade, tout ça. Donc le jeu a une part de détails dans lesquels on peut aller creuser au moment où on en a besoin. Sinon, est très très simple. Par exemple, vous voyez ici, le fait d'être affaibli, aveuglé, etc., ça fonctionne en désavantage en fait. Et donc, si je dois rapidement décider de ce qui se passe parce qu'un joueur il est aveuglé, bon, je peux aller voir le livre et dire alors ton personnage comme il est aveuglé, il subit 2 désavantages sur toute action impliquant la vue, comme le combat. Pour les actions où la vue est essentielle, son score tombe à 0, etc. Et je vais être honnête, moi la dernière fois, il y a une situation où mes joueurs ils étaient les yeux bandés, je leur ai donné qu'un désavantage parce que je suis pas allé voir aveuglé à ce moment-là. Et c'est le genre de choses dont c'est à l'usage et en relisant le bouquin et en vous reposant la question. Et si les joueurs s'intéressent aux règles et qu'eux-mêmes veulent bénéficier de l'avantage d'aveugler un adversaire, tout le monde va commencer à se souvenir que ah oui, aveugler c'est 2 désavantages, etc., etc. Mais en gros, vous avez déjà, on va dire, la mécanique d'avantage-désavantage qui vous sert de vocabulaire en commun, de levier. Et puis ici, vous avez le détail, quoi. Vous apprenez petit à petit. Donc on a des règles de peur, qui peuvent nous faire perdre du sang-froid. On a des maladies et des poisons en quantité quand même. Donc encore une fois, un côté boîte à outils plutôt bien fourni. On a la guérison. On a des règles potentiellement d'infection si on a envie de les jouer. On a des premiers soins qui nous permettent de nous soigner un petit peu directement après le combat, mais sinon, on en parlait plus tôt. Les soins se font lentement. On nous parle un peu d'aller chez le médecin pour se soigner, de la médecine. Le fait d'être chez un médecin va nous permettre de regagner 1 point de vie de plus par jour. Donc ça, pareil, moi, en impro, sur une partie que je mène en ce moment, j'ai été plus généreux que ça sans me rendre compte, mais c'est des choses qui sont traitées par le jeu. Il y a quand même un souci du détail, quoi. Ensuite, le sang-froid, on en a parlé, on peut l'utiliser pour améliorer les jets de dés et tout. On a des règles de folie
qu'on peut utiliser si on le veut. Personnellement, c'est pas des thèmes que je mets en avant, donc je sais même pas trop vous dire comment ça marche, mais sachez que ça existe. Puis là, on a les trucs sur le regain de sang-froid. On peut réconforter un autre personnage pour lui donner du sang-froid. Donc ça, c'est une incitation à jouer une scène où on réconforte un personnage, encore une fois, pour qu'il obtienne du sang-froid, pas juste pour le roleplay. C'est quelque chose qui fait avancer la partie d'un point de vue jeu et d'un point de vue narratif. On nous parle à nouveau des vices et vertus, mais on en a déjà pas mal parlé. Ensuite, on a les points de destin, dont moi je me sers pas. Les points de destin, ça peut permettre de rajouter un élément au récit, donc une sorte de narration partagée. Ça peut permettre d'invoquer une sorte de Deus Ex Machina, etc., etc. Et éventuellement d'éviter la mort en sacrifiant définitivement un point de destin, tout ça. Donc je sais pas trop. J'avoue que j'apprécie de moins en moins en fait la capacité de relancer les jets de dés et de entre guillemets retcon, en fait empêcher entre guillemets il y a une action qui vient d'arriver, mon personnage est censé mourir et là en fait je me dis juste, je perds un point de destin. Je sais pas, je suis pas hyper fan parce qu'en fait ce que ça va permettre, ça va permettre de protéger un petit peu vos personnages. Ça va permettre de protéger un petit peu vos personnages au vu du fonctionnement du jeu. Ils vont avoir pour survivre, vos personnages ont quand même pas mal de chances de mourir. En combat, les combats sont brutaux. Et du coup, en fait, ça crée une sorte de dissonance, je trouve, entre d'un côté, on a des combats brutaux, d'un côté, on utilise des points de destin pour s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de se dire, nos personnages, ils sont un petit peu meilleurs. Par contre, ils n'ont pas de points de destin. Moi, c'est plutôt cette approche-là que je favoriserais. La différence, c'est que les points de destin, ça permet vraiment de lutter contre la malchance au dé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un effet automatique. Là où même parfois si vous avez un personnage qui est plutôt bon, vos jets de dés vont faire qu'il va tout rater pendant une séance. Et donc des fois avoir une sorte de méta-capacité qui dit ça, je réussis automatiquement, ça peut permettre de garantir que vous allez pas juste vous faire niquer par les jets de dés, quoi. Mais du coup je me dis que les atouts d'une certaine manière répondent un peu mieux à ça. Par exemple, tout à l'heure on avait vu qu'il y avait un atout qui permettait de dire un mensonge et la personne le croit pendant un nombre de minutes, sans que j'ai besoin de faire de jet de sociabilité, sans que j'ai besoin de rien, etc. Je trouve que c'est plus fort comme mécanique pour montrer que mon personnage c'est quelqu'un qui est un excellent menteur que de dire ok, t'as pas de mécanique qui te permet de réussir un mensonge automatiquement, par contre t'as une bonne sociabilité et si t'as pas de chance dans sa sociabilité tu pourras utiliser des points de destin. Je sais pas si vous voyez la nuance. Donc voilà, ça c'est pas forcément le truc que je préfère. Et puis il y a un autre truc que j'aime pas trop, c'est quand on arrive à 0 point de vie, c'est l'OMJ plus ou moins qui décide si on est inconscient, si on est machin, si on est truc. Alors je crois qu'il y a une règle avancée qui permet on verra après, je me souviens plus, qui permet d'outrepasser ça. Mais voilà, on remet entre les mains du MJ la capacité de sauver les personnages et tout ça. Et derrière ça, en fait, il y a une logique qui est celle de vouloir protéger les personnages parce qu'on se dit que c'est les personnages principaux ou du scénario. Alors sur un one shot, en fait, ça va dépendre. Sur un one shot, on n'a pas souvent l'occasion de jouer. Le personnage, il meurt à la seconde 1 du scénar. Ça demanderait d'aller faire refaire une création de personnage. Je peux comprendre. Mais voilà, je trouve que c'est très méta, en fait. C'est très méta. Et moi, dans ma pratique, ça va moins m'intéresser dans ce qui me fait kiffer en ce moment. Donc là, on a l'évolution dont on a déjà parlé. Donc les combats, il y a l'initiative, c'est complètement optionnel. J'avoue que ça m'intéresse pas parce que justement je trouve que la force des mécaniques telles qu'elles sont faites, c'est de un peu outrepasser l'initiative ici. Je dis pas que l'initiative est une mauvaise mécanique en soi dans les jeux, mais là effectivement, d'ailleurs, je crois que c'est écrit ici. En réalité, la façon la plus simple de gérer l'initiative dans Brigandine est de s'en passer. C'est la méthode que nous privilégions, mais je pense que c'était une demande de certains joueurs qui, eux, préfèrent avoir l'initiative. Et on sent que le jeu est pas particulièrement designé autour de la mécanique d'initiative. Et donc, en fait, je vais pas vous faire tous les détails du combat, mais grosso modo, c'est les jets d'opposition dont on parlait plus tôt. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en un seul jet de dés, on va savoir ce qui se passe. Donc, par exemple, je me bats contre un gobelin, je fais ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais faire un jet de combat modifié par la capacité de combat du gobelin. Si je réussis, c'est moi qui le touche. Si je rate, c'est le gobelin qui me touche. Les dégâts de mon attaque, ça va être le résultat des unités de mon jet, plus un éventuel bonus, malus. Donc quand je tends les dés, je sais qui a touché l'autre et combien de dégâts il lui a fait. Sachant que si je fais un 10, donc un coup critique, ou un échec critique, enfin si je fais un truc dont le résultat des unités est 0, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., c'est un coup critique et c'est explosif. C'est-à-dire que si je frappe le gobelin et je fais 30, je lui fais 10 points de dégâts, plus, admettons, les dégâts de mon arme qui sont de plus 3. Il fait 13 points de dégâts, et je relance le D10, et là, je fais un 4, et du coup, je lui fais 17 points de dégâts. Et si j'avais refait un 10, j'aurais continué, je serais arrivé à 24 points de dégâts, et là, ça ne servait plus à rien de jeter les dés. Parce que le gobelin, vous l'aurez bien compris, il a pas autant de points de vie, donc il serait mort. Et donc ça, c'est plutôt efficace et rapide. Par contre, c'est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, on peut comprendre un petit peu le côté point de destin pour dire « Wow, j'ai eu un jet de dés malchanceux au début du premier combat, je suis mort. » Il y a des joueurs qui vont pas aimer. Mais j'ai envie de dire, les gars, allez jouer à les jeux pour les bébés cadoms. Non, je rigole. En vrai, ça peut être
vraiment frustrant de mourir comme ça. Mais dans le design du jeu, je trouve que ça a du sens. Et puis, à la limite, je dirais que je préfère qu'on aille taper dans les points de sang-froid plutôt que d'avoir en plus des points de sang-froid des points de destin. À la limite, qu'on puisse relancer des jets qu'on a ratés. Parce que par exemple, première passe d'armes, je crève, relou. Bah, je vais taper dans mes points de sang-froid. Parce que les points de sang-froid, c'est un truc qui est plus intégré dans le jeu, je trouve. Et du coup, je vais dépenser, je sais pas moi, 6 points de sang-froid, ce qui est beaucoup, pour relancer mon attaque. Et après, il va me falloir 3 jours pour récupérer ces points de sang-froid. Et donc, ça s'imbrique plus dans le reste de l'attrition du jeu. Et là, je trouve que ça dit plus quelque chose de mon personnage, tout ça, que le destin. Donc voilà, grosso modo, comment ça marche. Donc il y a les duels et tout. Et en gros, quand je réussis ma passe d'armes, je peux choisir de blesser mon adversaire, mais je peux aussi choisir de le pousser ou de le mettre à terre ou de me désengager. Donc, je peux faire des sortes de passes d'armes qui ne servent pas à faire des dégâts. Et donc mes dégâts vont être soustraits au point de vie de mon adversaire, mais sont modifiés par l'armure de l'adversaire qui peut réduire mes dégâts, tout ça. Donc voilà. Quand on fait une égalité, c'est-à-dire qu'on fait un doublé, genre 33, 44, 55, 66, etc. Là, c'est soit les deux personnages se blessent mutuellement, soit personne n'est blessé au choix du joueur. Donc il y a plein de petites spécificités. On a des exemples des avantages et des avantages qui peuvent venir donner des plus 10, des moins 10. Genre si je suis désarmé, si l'ennemi est en surnombre, etc., etc. Encore une fois, des trucs qui peuvent être très intuitifs. Je suis pas obligé de connaître par cœur les trucs qui donnent des avantages et des désavantages. Et je peux apprendre ça en jouant. Je suis pas obligé de tout connaître au début. C'est comme tous ces petits cas particuliers. Vous voyez, par exemple, la charge. En cas de réussite, le personnage ajoute 1 point à ses dégâts. En cas d'échec, il chute et se retrouve à terre. Je suis pas forcément obligé de me servir de ça tout de suite. C'est des trucs qui, je pense, gagnent à être appris au fur et à mesure du jeu pour venir donner de la profondeur, du crunch et de la tactique. Combat à distance, portée. Donc voilà, ça c'est le combat, on va dire, en mode basique. Parce qu'après, on a des règles avancées. Les règles avancées, encore une fois, ce sont des règles qui sont optionnelles et qui ne sont pas du tout nécessaires pour jouer. On pourrait largement s'en passer, mais elles ajoutent de la profondeur. Et je trouve que comme le jeu est très intuitif de base, j'ai envie de jouer avec ces règles avancées, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, concrètement. Donc on a par exemple des actions longues où on va pouvoir par exemple jouer un long débat, un truc comme ça, avec un système de points de victoire, tout ça. Ça peut être sympa pour certaines scènes où des fois on est un peu démuni avec des mécaniques plus légères. Genre, je sais pas, on est à un dîner mondain, il y a 50 participants, enfin je sais pas, et on veut vraiment mettre de l'enjeu là-dessus, que ce soit pas juste une scène de roleplay et de player skill et de l'EMJ dit oui ou non aux propositions. On peut essayer de gérer en point de victoire. Est-ce que je vais réussir à convaincre les membres de la cour de soutenir ma cause, quoi. Ça c'est cool. Ensuite, on a les tactiques. Donc les tactiques, c'est des trucs qu'on va utiliser en amont de nos jets de dés, donc qui peuvent encore ajouter un petit peu de crunch. C'est par exemple quand vous décidez d'attaquer en finesse pour essayer d'augmenter vos chances de toucher, mais vous allez au prix de vos dégâts en fait. Donc ça vous permet d'être plus prudent, d'avoir plus défensif. On peut faire des coups tordus, on peut attaquer, essayer de désarmer, viser une zone moins protégée, tout ça. On a des règles sur l'ivresse en règle avancée. On a des règles sur la folie, donc ça m'intéresse pas de ouf. Dans le combat avancé, on a encore des règles supplémentaires si on le souhaite. Par exemple, des effets spéciaux qu'on pourrait avoir sur des réussites majeures. Par exemple, j'attaque et je fais une réussite majeure. Je peux décider d'essayer de désarmer mon adversaire dans la même action, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des tactiques supplémentaires ici pour viser les endroits où il n'y a pas d'armure, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait gérer avec avantages et désavantages un petit peu au débeauté. Ou alors on peut décider de les appliquer. C'est toujours pareil. Je me répète, mais pour montrer que il y a quand même une certaine profondeur qu'on peut aller chercher. Sur un one-shot, est-ce qu'on va utiliser tout ça? Je ne pense pas. Sur une campagne, il est possible que petit à petit, on se mette à utiliser tout ça et qu'à la fin d'une campagne, on maîtrise très très bien le système et qu'on se dise « Ah, si on refaisait une campagne en ayant toutes ces nouvelles connaissances du système, ce serait trop cool, quoi. » Vraiment, le jeu, je le trouve très très cool. Ici, on a des armes plus détaillées, si on veut. Parce que normalement, les armes, c'est juste armes légères, armes moyennes, tout ça, de base. Là, on a des armes et armures plus détaillées avec des bonus différents en fonction des armes et tout. Donc, ça augmente encore la vérisimilitude, l'immersion, genre les armures qui sont partielles, complètes. C'est plein de petits détails que je trouve plutôt bien sentis parce que c'est pas trop, quoi. Ici, on a quelque chose qui vient un peu répondre à mon problème de point de vie. C'est le côté blessure grave. Donc, si par exemple, je perds beaucoup de points de vie d'un coup, j'ai un seuil de blessure grave qui peut faire que je vais me retrouver inconscient instantanément. Par exemple, avoir des trucs genre œil crevé et tout, des trucs qui sont violents, quoi, des blessures qui racontent plus quelque chose que la perte de points de vie, quoi. Donc à voir si on veut s'en servir ou pas, c'est modulaire. Ensuite, on arrive dans la magie. Je dirais que la magie avec le système de progression des carrières, et les points de vie, c'est le troisième et dernier truc dont je suis pas forcément super fan, tout simplement parce que c'est une magie qui fonctionne avec une liste de sorts. C'est pas le truc, la fantasy qui m'intéresse le plus comme ça, mais encore là pour le coup, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt dans ma manière de voir les univers dans lesquels j'ai envie de jouer que ça me parle un peu moins. Les univers dans lesquels j'ai envie de jouer en ce moment.
pour être plus précis. Par contre, il y a tout un folklore autour du système de magie que je trouve très très cool. Donc en fait, je trouve que c'est un très bon système de magie si vous jouez avec des listes de sorts en fait. Si vous aimez pas les listes de sorts, c'est pas à ça que vous avez envie de jouer dans votre campagne, dommage. Mais sinon, c'est très très bien fait. Parce qu'on a plein de petits détails. Déjà, on a l'idée qu'il y a des zones magiques. Donc en fait, il y a une intrication de la magie un petit peu dans le world building qui est sympathique. Et c'est dans le livre 1, quoi. C'est pas le livre des règles avancées sur la magie. Alors peut-être qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir après et tout. Et franchement, j'en serais assez friand de plus d'idées, de détails, de bestiaires et tout. Vu que moi, je suis plutôt dans le créer mon univers et tout ça, ça m'intéresse pas mal, ces choses-là, plus que des scénarios. Et des idées comme des zones de magie arides, tout ça, bah, je trouve que c'est cool. Donc, on a des zones de veines de magie où la magie est plus puissante, des déserts magiques. Donc, on peut tout de suite imaginer que pour mettre en prison un magicien, on va l'emmener dans un désert magique. Comme ça, il peut plus utiliser sa magie. Par exemple, ça raconte quelque chose. On a comment est vue la magie dans les 13 royaumes. On a une histoire de faille vivante, c'est-à-dire pourquoi la magie existe en fait, et en fait les mages sont une porte vers les royaumes extérieurs, tout ça. Qu'on a du lore en fait. Et c'est pas trop copieux et genre j'ai envie de vomir, arrête, j'ai juste envie de faire du jeu de rôle, pourquoi tu me racontes tout ça? C'est assez condensé. On a la position par rapport à l'église, tout ça, puisque on a un jeu qui est quand même très très inspiré de l'Europe avec le catholicisme, tout ça. Les dérives de la magie, tout ça. Donc on a du lore. Et ensuite on a comment on devient mage. Et par exemple, il y a une possibilité pour devenir mage, c'est d'utiliser du sang d'un autre magicien pour faire une sorte de rituel, des trucs comme ça. On a des trucs sur les grimoires. C'est pas juste une mécanique, la magie. Il y a la détection de la magie. Après, il y a comment jeter des sorts, donc c'est simple, hein. Vous faites un jet de magie, il y a des sorts plus faciles à lancer que d'autres. Et quand vous ratez, il peut y avoir des catastrophes et tout ça. Je vais pas vous faire tout le détail. On a une différenciation entre les tours de magie, les sortilèges et les rituels. On peut lancer un rituel par jour. On peut lancer notre modificateur, bonus de magie, tour de magie par jour, notre bonus de magie sortilège par jour, sachant que les tours de magie c'est des sorts qu'on lance sans même faire un jet, c'est genre allumer une bougie, imiter un animal, des petits tips and tricks qui sont pas trop risqués. Les sortilèges ils sont un peu plus risqués, on peut les rater et tout, et le rituel c'est encore plus limité. On peut essayer de pousser notre magie, une sorte de mécanique pour pousser la magie. Si je souhaite par exemple lancer plus de sorts que ma limite de sorts autorisée, je peux pousser, ça va me coûter de la vie. Si je veux forcer un sort que j'avais raté, je peux essayer de pousser la magie aussi, mais dans ce cas-là, je m'expose à encore plus de chances de subir des conséquences. Je peux sacrifier des points de vie pour augmenter mes chances de faire de la magie, ou même les points de vie d'animaux, faire des sacrifices animaux pour augmenter mes chances de réussite, de lancer des sorts, etc. Donc il y a plein de petites mécaniques, etc. qui viennent donner sa saveur à la magie, et ça je trouve que c'est très très cool. C'est vraiment très très bien. Sur des réussites critiques, mes sortilèges peuvent être encore plus puissants. Non, la magie, en fait, est bien. Mon seul problème, c'est que les listes de sorts, ça me parle pas trop. Enfin, ça ne colle pas avec ce que j'aimerais faire jouer prochainement dans mes campagnes. Mais voilà. Vous voyez, pareil, c'est comme les échecs critiques de magie qui font que j'ai une forte odeur de soufre ou forte sudation au moindre effort, ou bien effet néfaste, il pleut des poissons et des grenouilles. C'est pas forcément ce qui colle au thème. En fait, il y a un univers en fond qui est un peu renaissance gothique, warhammeresque, médiéval, pseudo-réaliste-esque, qui est pas forcément ce que je recherche. Et donc, en fait, on va apprendre nos sorts dans différents domaines magiques. Donc, en fonction de notre niveau en magie, on peut accéder à différents domaines magiques. Pour obtenir des nouveaux sorts, on doit les apprendre dans le monde. Et c'est pour ça que j'aurais préféré en fait que la progression des personnages, là avec l'XP, ça fonctionne un peu comme la magie en fait. Que on se dise, pour apprendre des nouveaux sorts, il faut que je trouve des grimoires. Bah, pour apprendre à mieux me battre, il faut que je me batte quoi. Donc on a une règle pour le faire, mais c'est pas, on va dire le truc de base. Le truc de base, c'est la carrière. J'aime bien cette idée moi que, en fait, trouver des nouveaux sorts devient la quête. C'est pas un truc qu'on débloque en montant de niveau, tout ça. Et donc là, on va voir les différents domaines de magie avec la liste des sorts de chaque domaine, tout ça. Donc ça, c'est très bien fait. On a l'alchimie où on nous explique que c'est un petit peu différent parce qu'on peut, entre guillemets, délayer nos sorts en les transformant en potions. Et ensuite, voilà, on a toute la liste de sorts. Elle est très bien, cette liste de sorts. Ils sont plutôt concis dans leur description. Je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits. Et un truc qui est très très cool, c'est que vous avez une formule magique qui, voilà, c'est pas ça qui va transformer votre table de jeu. Mais, genre, par exemple, si je veux lancer le sort Chemin sur Dova. Donc, c'est quoi, Chemin sur Dova? Je sais même pas ce que c'est. Ce sort indique à la cible la bonne route à suivre pour atteindre sa destination, qui doit être un lieu et non une personne. Sur Terre comme en mer, ce sort fait gagner un temps précieux et procure un plus 30 à tous les tests d'orientation. Ok. Je veux lancer Chemin sur Dova. Eh bien, si je dis ce halo dans la nuit, il m'appelle et m'attire, tel un phare qui luit pour guider les navires. Ce qui est la formule magique pour lancer le sort, je gagne plus 5% de chance de réussir le sort. Donc ça, c'est assez cool, parce qu'en fait, ça va donner, entre guillemets, un truc automatique à roleplay pour les joueurs. Et ils ont un bonus mécanique s'ils le font. Donc ça encourage le fait de réciter des formules magiques. Donc c'est plutôt cool. Donc bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand j'aurai lancé 100 fois ce sort, est-ce que ce sera encore fun de faire ça? Taisez-vous.
Taisez-vous. Est-ce que quand on fait 100 fois la même chose en 4 heures, c'est fun? Peu importe ce que c'est. Donc ensuite, on a une petite liste d'objets magiques. Plus sérieusement, je pense qu'on ne lance pas si souvent que ça les sort et que au moins ça donne quelque chose par rapport à quand moi, MJ, je dis aux joueurs, alors à quoi il ressemble ton sort? Et que moi, je dois dire 10 fois, 20 fois dans la séance, et à quoi il ressemble ton sort? Décris-nous un petit peu. Et bien là, au moins, il y a la petite saveur qui est donnée par le fait de réciter la formule, et je suis moins obligé de préciser ça, quoi. De demander aux joueurs, vas-y, mets-y un peu de couleur. Objet magique. Donc, on a une liste d'objets magiques. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, mais encore une fois, c'est cool parce que c'est le livre de base. Donc, c'est une petite boîte à outils. On a des trucs. On a un truc pour faire des familiers pour les magiciens. Voilà. Ça prend quelques pages. On a un truc pour faire des certamen. Donc, c'est des duels de magiciens. J'ai pas regardé les détails, mais je trouve que c'est le genre de truc qui peut changer. Vous voyez, vous avez la scène de duel de thaumaturgie qui arrive de temps en temps. Bam, vous avez un mini-système qui se passe. C'est cool, quoi. Et vous terminez avec des annexes, avec le coût de la vie, les prix des choses, une petite règle d'encombrement optionnelle, une grosse liste de noms, donc encore une fois, très très bien, avec le petit format, comme ça, du bouquin, pour que tout ça, ça prend encore plus de valeur, parce qu'effectivement, après moi vous allez dire, je joue à distance, donc je pourrais me servir du PDF, hein, mais avoir un gros livre Brigandine sur mon bureau, ça prend de la place, alors que ça prend 0 place, et même si je devais jouer en présentiel, partir en vacances, je sais pas quoi, paf, je suis en mode, ok, il me faut un nom de PNJ là, ok, il s'appelle Féodore. Allez hop, tac, bam, on peut jeter le bouquin dans le feu. Non, c'est très très bien qu'il y ait ça, et que ce soit tout à la fin facile à trouver. La petite galerie de PNJ, et donc pas de bestiaire. Je dirais que c'est le seul défaut qui peut un peu vous dire ah ouais, mais du coup il me faut le livre 2. Donc je pense qu'on va survoler le livre 2. Mais avant ça, je vais vous montrer l'écran, parce que l'écran il est très très bien. Donc il y a un rappel de tout ce qu'on vient de dire, hein. Je trouve que le choix des informations qui a été mis est vraiment bon. Là on a les handicaps, et vous voyez c'est pas des handicaps qui prennent un quart de l'écran comme sur D&D. Non, on essaie de faire un truc résumé. La gestion de la place, en fait, sur l'écran, je trouve, a été très bien réussie. Les armes et armures, ça fait partie des règles avancées. On peut en avoir besoin. Par exemple, vous voyez, la santé, premiers soins, etc. Bon, c'est un peu cryptique comme ça. Test habilité réussi plus NPV. Une fois que vous en êtes servi et que vous l'avez retenu, vous avez compris. C'est comme le repos et les niveaux de vie. Je trouve que c'est vachement réussi, perso. Les petites tactiques de combat en rapide. Paf, armure partielle complète, tac, tac. L'écran, vraiment très très cool, et moi je l'ai mis sur mon board un peu Roll20 pour toujours l'avoir sous les yeux quand je joue. Et on a même des mini profils bandits, chevaliers, les trucs qu'on croise tout le temps et qui servent de référence. Tu te bats contre un alphelin, bon bah je lui donne un profil de gobelin et on passe à la suite. Tu te bats contre une hyène, bon bah je lui donne un profil de loup et on passe à la suite. Et du coup, j'ai pas besoin constamment de me référer à mon bestiaire ou je sais pas quoi. On va aller voir le livre 2 vite fait. Donc le livre 2, c'est beaucoup plus univers, je survole. Vous avez toute une introduction sur un petit peu le monde de Talios avec une chronologie hyper simple qui vous plonge dans le truc mais sans vous raconter toute une histoire. Alors est-ce que, là je dis ça comme si c'était un avantage, je pense bien qu'il y a des univers qui sont sympas à découvrir comme ça. Il y a toujours des univers qui sont l'exception qui confirment la règle, pour moi par exemple Dead Genesis. Mais en vrai en jeu de rôle, dans 99% des cas, lire la chronologie de l'univers, je m'en tape complètement. Donc je trouve que c'est plutôt bien vu. Là, on nous met quelques refs, des idées. En fait, on prend tous des tropes qu'on connaît et on nous les place d'une certaine manière pour que nous, ensuite, on puisse les réutiliser et les développer et amener notre complexité, nos trucs à nous qu'on aime bien et qui viennent peut-être d'autres jeux, d'autres films et tout. Là, on nous donne une base solide pour commencer à jouer et facile à modifier, quoi. Donc on a un peu comment ça marche, le clergé, les bourgeois, l'art au service de Dieu, la richesse et tout, les cultes païens, les milieux de l'Empire. Donc on nous parle, voilà, de la société, en très très rapide. On nous parle des fêtes et des jeux, de plein de choses qui peuvent nous donner des idées de scénario, de moments de vie qui peuvent donner vie, justement, à nos villes. Genre, avec 3 jeux de dés différents dans les tavernes, bah je peux créer plusieurs moments où il se passe une petite scène de jet de dés. La justice, en très très simple, comment ça marche, vite fait un procès. On arrive sur la map, bon ça c'est pas ouf en PDF. On a la map en plus grand, et puis là on a une note d'intention qui nous dit, voilà, je vous décris des régions. Vous allez voir, c'est très très inspiré de notre monde. Tiens. Est-ce que notre monde c'est pas une bonne base en vrai? Je pense que si. Mais il y a des petits twists et des petits machins, et le but c'est pas de vous submerger. Et ensuite, zone par zone, par exemple, archipel du Bélier, vous voyez, c'est 4 pages. La Borénie, 1, 2, 3, 4 pages. De la Doragne, 1, 2, 3, 4 pages. 5 pages, pour le coup. Etc., etc. Et zone par zone, on va avoir des idées d'accroche, de trucs. À chaque fois, plus ou moins original et tout. Et je trouve que c'est très très bien parce qu'en fait, je mémorise très très vite en fait le truc. Et par exemple, moi, je fais jouer en Sélénie depuis 3 sessions maintenant pour une petite découverte brigandine. En bac à ça dans une petite ville. Bah, j'ai pu reprendre plus ou moins tous les petits tropes qui étaient proposés là
les mettre et ça me donnait déjà de quoi jouer et improviser quoi. Je m'imaginais bien la situation et j'ai pas eu l'impression de devoir faire rentrer au forceps des noms compliqués, des trucs dans ma tête quoi. Et c'est du coup, plutôt que de devoir exposer plein de trucs au PJ pour qu'ils comprennent l'univers dans lequel on joue, eux qui ont tout de suite commencé à agir et moi qui ai pu ajouter au compte-gouttes mes idées et des idées du bouquin. Je suis pas spécialiste du fonctionnement du cerveau humain, mais je trouve que ça marche très très bien chez moi, ce schmilblick. Alors dans le livre 2, il y a des règles, enfin des petits ajouts sympas qui auraient pu être dans le livre 1. En fait, les règles de voyage, par exemple, on aurait pu les voir dans le livre 1, potentiellement. Bon, elles cassent pas trois pattes à un canard, mais en fait, c'est des tables aléatoires qui vont vous permettre de jouer en bac à sable et de jouer pour voir ce qui va se passer. Donc là, elles sont dans le livre 2, vous voyez. C'est comme le bestiaire, c'est des petits trucs, on se dit, pourquoi pas dans le livre 1? Je pense qu'il y avait un souci de place. Et puis, à mon avis, peut-être un peu une volonté d'encourager à acheter le livre 2, hein, tout simplement aussi. Moi, de toute façon, je vous recommande d'ajouter les deux parce qu'il y a des trucs sympathiques. On a des péripéties urbaines, pareil, des tables aléatoires pour avoir des idées de trucs qui pourraient se passer en ville. On a un système de combat de masse qui est franchement pas mal, parce qu'en fait, il va il va récupérer plus ou moins, vous prenez les profils, en fait, de vos PNJ, et en fait, vous les transformez plus ou moins en unités de combat de masse. Il y a des petites règles, il y a des petites phases de combat de masse, c'est pas juste end wave, c'est pas genre, on jette 3 fois les dés et le combat de masse, il est fini. Il y a un petit côté légèrement tactique, légèrement, vous voyez, il y a une capacité de morale. Franchement, je pense que ça peut être pas mal. Alors c'est pas le truc que vous allez sortir tout le temps, mais au moment où vous voulez jouer un petit combat de masse, ça peut faire le taf. Et il y a à chaque fois force exemple qui vous montre comment ça marche. Ça, c'est aussi un truc dont j'ai pas trop souligné, mais il y a beaucoup d'exemples et ça, c'est plutôt cool. Donc, on a vraiment une petite phase de jeu qui est décrite. Et puis, on a des péripéties de champ de bataille. Plutôt, si vous... En fait, au-dessus, là, cette méthode de combat de masse, c'est pour savoir qui va gagner le combat de masse, quelle armée, en gros, ou quelle escouade. Ça peut fonctionner à différentes échelles. Jouer pour voir ce qui va se passer, encore une fois. Maintenant, si vous êtes en mode... Les PJ sont juste pris dans une sorte de bataille et ils vont pas peser là-dessus. C'est pas sur ça vraiment qu'on joue. Mais eux, ils sont au milieu du champ de bataille. Vous avez une table de péripéties, de trucs qui pourraient leur arriver sur un champ de bataille. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a les rencontres. Donc on a un bestiaire qui est plutôt simple, avec des créatures, pif, paf, pouf. Il y en a quelques-unes originales. Il y a pas mal de trucs sur les dragons, mine de rien. Donc vous avez les orques, les zombies. Vous avez vraiment les classiques. Mais vous avez les hommes-mouches, par exemple. Un peu moins classique. Ensuite, vous avez un truc sur les mutants, avec des tables de plein de mutations que pourraient avoir vos PJ ou PNJ d'ailleurs, certaines mutations qui donnent des avantages et des désavantages. Et finalement, vous avez la démonologie, avec tout un énorme truc sur la démonologie. Donc, la démonologie, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est le thème principal, et c'est justement là où moi, je me départis un petit peu de la proposition, on va dire, en creux, enfin, en creux, je sais pas si c'est le bon terme, en creux, en fond implicite. Le truc des démons, c'est pas forcément mon trope. Moi, je suis plus dans des tropes à la The Witcher, etc. Par contre, si vous voulez jouer des trucs avec des démons, alors là, vous en avez un paquet. C'est-à-dire qu'il y a un bestiaire de démons pour chaque vice, pour chaque péché, je veux dire. Vous avez des règles pour jouer des 100 démons. Vous avez des règles pour les cultistes. Vous voyez, vous avez des profils de cultistes, des carrières de cultistes, si vous vouliez jouer ça. Vous avez des règles pour convertir des dragons, en faire des dragons démons. Vous avez un grimoire de sorts démoniaques avec des nouveaux sorts. Vous avez des objets magiques pour chaque péché. Vous avez des méthodes pour tuer les démons. Vous avez des modus operandi de culte démoniaque. En plus, il me semble qu'on en avait parlé lorsque j'avais reçu James sur la chaîne, qu'il avait vraiment kiffé faire tout ce truc, ces recherches un peu sur les démons, justement. Sur comment est-ce qu'on élimine un démon de luxure, etc., etc. Et donc là, franchement, si c'est un thème central de votre campagne, vous êtes servi. C'est assez incroyable. Parce que ce qui est surtout cool, c'est que c'est que des trucs activables. Je pense que c'est ça, vraiment, le truc qui est cool avec Brigandine, c'est que tout est fait pour être activable. Il n'y a pas de délire d'auteur là-dedans. Je trouve. Il n'y a pas de délire d'auteur de « vas-y, que je te parle de mon univers ». Et donc, pour ceux qui aiment des jeux auxquels on va jouer, Brigandine, pour moi, il fait vraiment, vraiment le taf. Là, on arrive sur la dernière partie du livre 2, c'est-à-dire des scénarios. Et j'avoue que moi, un peu importe ce qu'on me propose comme scénario, j'arrive pas à lire. Même ceux-là. Donc, ceux qui aiment les scénarios, j'ai vu sur des chaînes, sur d'autres chaînes YouTube, des gens qui parlaient de Brigandine et qui disaient « ouais, les scénarios sont super et tout ». Il y a plusieurs scénarios là à la fin, avec une petite ville, des PNJ, tout ça. Je suis vraiment imperméable au scénario, j'arrive pas à lire ces trucs-là. En plus là, soyons honnêtes, les petits portraits là, ils sont pas foufous de personnages. Donc ces sortes de trombinoscopes ne m'aident pas beaucoup moi à m'immerger.
Donc je suis vraiment pas le public des scénarios, mais il y a des gens qui font des très bons retours dessus en disant que ça fonctionne très très bien. Franchement, je ne saurais vous dire. Comme je disais, allez, un scénario que j'arriverais à imprégner dans ma tête, ce serait un scénario qui serait un peu plus raconté, genre une histoire. Et je me dirais, je pourrais adapter, je pourrais transformer cette histoire en une situation. Scène 3, tout ça, ça me parle pas du tout. Donc je vais pas donner d'avis dessus. Je ne les ai pas lus en fait. Tout simplement, vu que j'y suis imperméable. Ensuite, on a des conseils de jeu, donc qui sont plutôt orientés, scénario, un film imaginaire, comment lire le scénario, adapter vos groupes, injecter le rythme, une mission claire, etc. Donc il y a des conseils de toutes sortes, donc des conseils qui doivent coller au style de jeu de James Tornad. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des BO, par exemple, pour la musique. Et il y a un truc qui est vraiment bien. Attendez, je crois que c'est là. Décrire le décor, ça, je trouve que c'est très très bien. On a des listes de vocabulaire pour les différents endroits. Et je trouve que franchement, c'est plutôt bien vu. Pour décrire un château, vous voyez, Barbacane. Alors il faut penser à aller le voir dans le bouquin. Et quand vous êtes en bac à sable, vous y pensez pas forcément, mais utilisez des termes du genre dire... En fait, déjà, si vous connaissez pas grand-chose au Moyen-Âge, ça peut vous aider. Quand les joueurs sont dans un château, le simple fait de passer votre œil rapidement sur cette liste, sans devoir écrire à l'avance toute la description du château, ça vous rappelle des trucs que vous pourriez décrire, vous voyez. Genre le poterne, c'est cette petite porte qui permet de passer sans passer par la porte principale, les machicoulis, les meurtrières. Et voilà, pour les montagnes, vous voyez, genre parler d'un éperon ou d'un lacet, ça sort assez peu en partie et ça peut donner une petite flavor. J'aime bien cette idée en fait. Ça aussi c'est pas mal. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Tiens, des tables aléatoires de descripteurs pour les PNJ. Donc non, il y a du petit matériel qui peut être intéressant. Après je ne sais pas si les conseils plus globaux me parleraient autant. Faudrait que je les lise honnêtement là. Je vous dis ça, je sais plus trop et c'est pas la dernière chose sur laquelle je sois passé. Mais il y a des trucs que je trouve un petit peu confusants. En tout cas qui me font me dire que on doit pas avoir exactement le même style de jeu, être attiré par les mêmes choses. Par exemple, toute cette notion de scénario, tout ça, ça me parle moins. Mais voilà, on a fait cette petite overview de Brigandine V2. Donc je vous en parle parce que c'est un jeu que je trouve vraiment cool. Là, en ce moment, j'y joue, je m'amuse bien avec. C'est pas le jeu qui répond à, vous voyez, dans un parcours de rôliste, finalement, il y a des moments où vous avez trop envie d'avoir un jeu spécifique. Putain, c'est horrible, j'avais pas vu que c'était ouvert ça derrière moi depuis tout à l'heure. Vous avez des envies spécifiques, par exemple, moi là il y a un jeu, j'attends, c'est The Broken Empires, qui était en Kickstarter, mais pour l'instant il est pas du tout sorti, il est en préparation. Et j'étais en mode, il m'a convaincu, j'ai envie de tester ce style de jeu et tout. L'auteur de The Broken Empires, je pourrais pas l'avoir avant un moment. Qu'est-ce que j'ai comme jeu qui ressemble un peu à ça? Qu'est-ce que j'ai déjà en fait? Il y a des choses que j'ai déjà et qui pourraient me faire aller dans cette philosophie de jeu de rôle. Et je me suis dit, Brigandine en français, c'est un des jeux comme ça, on va dire légèrement simulationniste, mais qui essaye de rester fluide. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs dont on peut se servir, mais tout est assez condensé. Même si l'univers en fond, par exemple, le côté un peu gothique, le fait que la magie, ça fonctionne avec des sortilèges, etc., ça colle pas forcément à l'univers de fantasy dans lequel j'ai envie de jouer là maintenant. En fait, ça reste très très bien fait. Et pour moi, s'il y a une chose à retenir, encore une fois, je terminerai là-dessus, c'est que c'est des jeux qui se jouent genre vraiment. Pour ceux qui aiment les scénarios, j'ai cru comprendre que les scénarios étaient vraiment très bien, ceux dont c'est le style quoi. Mais moi je trouve aussi que c'est un très très bon support au bac à sable. C'est un jeu où on peut facilement improviser, il n'y a pas besoin justement de préparer beaucoup de choses je trouve pour jouer parce que les profils des créatures, la manière dont on va gérer les difficultés me semble assez instinctive. Et je trouve, terminé, que c'est un jeu où avec juste les règles de base, quand vous commencez à jouer, ça tourne très très bien. Et les petites spécificités, etc., la petite granularité s'ajoute facilement au compte-gouttes au fur et à mesure par rapport à des jeux où on vous dit oui cette règle elle est modulaire mais rien que dans la création de personnages en fait vous sentez que dans les capacités que vous prenez il y en a qui ne fonctionneront il y a plein de capacités qui ne fonctionneraient que si vous utilisiez la règle avancée etc ou des jeux qui tout simplement la base déjà est très très complexe. Là la base est super simple mais il y a plein de matos pour venir enrichir l'expérience. Donc voilà, moi je kiffe, j'en reparlerai peut-être. Comme je disais, je suis MJ dessus et joueur dessus en ce moment, donc c'est vraiment j'y baigne. Allez voir pour récupérer le PDF sur Lulu, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et même les livres, c'est du print on demand. Vous ferez votre avis, franchement. Brigandine, très très bon jeu. La vidéo se termine ici. Je vous rappelle que si vous voulez
vous pouvez m'envoyer vos questions dans les commentaires pour de futures vidéos ou en tandem avec une autre personne. Probablement à chaque épisode des personnes un peu différentes. Il y aura peut-être une rotation, je sais pas. J'ai envie de faire un truc où en fait on essaye de répondre à la problématique de quelqu'un, genre MJ, joueur, peu importe, mais sans faire une sorte de cours magistral, plutôt en donnant, en ayant deux sons de cloche différents et en discutant autour du sujet, en fait, un peu à la cool, plutôt que de faire des vidéos tuto, tout ça. Donc envoyez ces questions sur Discord ou en commentaire, c'est très très cool. Sur ce, moi je vous dis merci de m'avoir écouté, passez une excellente journée ou soirée, et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Encore un jeu, encore une heure, encore une lame de bonheur. Ouais putain, ouais.